Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Le cloud a changé notre rapport aux ops. L'infra as code et le DevOps et plein d'autres encore ont changé notre rapport au déploiement et au run d'un service. Mais maintenant, le serverless va encore plus loin, retirer complètement le run de l'équation. Mais alors, peut-on vraiment ne plus faire que du dev ? Quels impacts sur notre travail et surtout, peut-on mettre en prod en un instant ? Pour répondre à ces questions de disparition, je ne reçois pas Thanos, mais il s'y connaît en claquement de doigts. Simon, bonjour. Bonjour. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Donc effectivement, pas Thanos. Simon Parizeau, je suis CEO de Blanc. Blanc, on fait une néobanque pour les indépendants, pour des tout petits professionnels, donc les indépendants. Et notre principe, c'est de faire donc la banque, le classique, on va dire, les paiements, le gestion du compte, tout ça en temps réel, tout ça directement sur ton mobile. On va dire qu'on est un certain nombre à proposer des features comme ça, mais surtout là, on se démarque, c'est qu'en fait, on aide nos clients indépendants à arrêter de perdre du temps sur des choses qui n'ont aucune valeur pour eux, typiquement la paperasse, l'administratif, la comptabilité. Et pour ça, en fait, on développe un ensemble de fonctionnalités sur le compte qui permettent de gérer pour toi directement tes factures, ta comptabilité, par exemple tes déclarations à l'URSSAF, si tu oublies de les faire chaque mois ou chaque trimestre. Voilà, un ensemble de choses comme ça qui permet de se concentrer sur son boulot et pas sur la paperasse. Alors sur toute la partie gestion de factures, gestion on va dire d'un relevé de compte, ce genre de choses, j'imagine que c'est au final des problématiques, alors je le dis en toute sincérité, mais c'est des problématiques techniques au final assez simples. C'est une gestion de documents, de listing, enfin c'est... Ouais, par exemple, gérer ses devis et ses factures, faut créer un logiciel de facture. La complexité, elle est plus dans le métier, on va dire, parce que en fait, derrière les factures, tu as une tonne de problèmes comptables, de bonnes mentions légales. En plus, quand on est rentré dedans, on a découvert, tu as plein de factures différentes, factures d'acompte, factures de débours, factures de je sais pas quoi. Et donc, c'est surtout là-dessus, mais après, à développer, c'est vrai que c'est de la gestion documentaire, quoi. Et puis, l'important va être surtout, j'imagine, aussi sur le X. Au final, il faut vraiment que le client ait une capacité de le faire facilement et rapidement. En revanche, là où du coup vous vous démarquez vous aussi, c'est qu'en fait, tu as cette notion de banque et donc de transaction. Et donc, tu as toutes les problématiques qui vont avec en termes de sécurité, de maintenabilité, d'uptime ou ce genre de choses, quoi. Ça fait partie de la problématique, tout ce qui est lié au monde bancaire. Donc, comme tu disais, sécurité, scalabilité. Et une problématique, je rajouterais en plus, peut-être qu'ont un peu moins certaines banques et qui est un peu plus centrale chez nous, c'est que si on veut bien faire ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire être capable d'aider à gagner du temps en faisant des choses, tout un écosystème de services au-dessus de la banque, il faut qu'on soit très fort sur l'aspect partage de données. Parce que si on gère tout en silo, qu'en fait les transactions elles restent dans le compte bancaire, que les factures elles restent dans la gestion des factures, que la comptabilité elle reste à côté, on n'a pas d'intérêt. Il y a déjà chaque outil comme ça pris séparément qui sont déjà sur le marché, il y a des gens qui font ça très bien. Toute notre valeur ajoutée, elle est de dire on est capable de faire quelque chose qui est mieux que ce qui existe sur le marché parce que justement tout ça est partagé. Quand tu vas commencer à créer ta facture, on va regarder les transactions qui arrivent sur ton compte et puis on va la matcher à la facture qui vient d'être réglée. On va pouvoir te dire si c'est bon, c'est réglé en totalité ou pas. On va commencer à gérer en comptabilité, puis tout ça, ça va rentrer dans une base de données. À la fin du mois, on va faire les déclarations à l'URSSAF. Tout ça communique. Et on est capable du coup de faire beaucoup de choses automatiquement, là où en fait si tu avais pris les services séparément, tu n'aurais pas pu. Donc la data, c'est aussi, en plus de tout ce que tu disais sur les paiements, c'est aussi quelque chose de très cœur dans ce qu'on fait, quoi. Et tu as des contraintes justement sur la façon dont ces datas sont partagées au sein même de votre système ? Tu as des réglementations, parce que tu as un agrément bancaire, j'imagine, ou quelque chose comme ça ? On a l'équivalent, on a un statut qui est en l'occurrence d'agent d'établissement de paiement, mais oui, globalement, on a cette notion on est contrôlé, on est régulé, on doit se plier à un certain nombre d'obligations, dont certaines qui sont quand même assez lourdes, et donc on fait un peu moins ce qu'on veut que dans d'autres industries. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu es CEO de Blanc, mais tu as commencé en tant que CTO de Blanc, et tu as fait un choix que je trouve assez audacieux. Alors, si les gens ont lu le titre de l'épisode, ils savent de quoi on va parler, mais donc, tu as fait un choix d'architecture qui est, moi, j'ai jamais vu nulle part. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce choix et d'où il vient ? Ouais.
Effectivement, comme tu disais, j'ai commencé, on était deux à fonder ça, et j'ai commencé en tant que CTO. Et donc, on a fait tous les choix un peu centraux au début de ce produit-là. Dont un dont tu parles, c'est effectivement de se dire, on va construire tout ça avec les technologies qu'on appelle serverless. Alors là aussi, c'est un bon buzzword, mais ça désigne quand même quelque chose de très précis et très opérationnel. C'est tous les services qui sont complètement managés, c'est-à-dire où on ne gère pas ou très peu d'infrastructures, qui sont proposés par des offreurs de cloud. Donc nous, en l'occurrence, on travaille avec AWS, on pourrait trouver des choses très similaires chez Google, pas mal chez Microsoft aussi, voilà, dans les trois gros. Et on a fait effectivement ce choix dès le début, qui est un choix et qui est quasiment un pari, parce que c'est effectivement assez jeune. C'est quelque chose que je connaissais relativement bien en perso, mais je ne l'avais jamais appliqué sur des projets de cette taille-là. Et on a fait ce choix de se dire, on voit des vrais intérêts dans ce qu'on va construire, dans le type de produit, le type d'architecture dont on va avoir besoin. Donc on voit un intérêt à aller travailler en serverless. En plus, c'est carrément canon, c'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. On était un peu persuadé aussi que c'était vraiment l'avenir, et je le suis toujours, l'avenir de ce qu'on va pouvoir faire dans beaucoup d'entreprises, enfin de l'avenir de l'utilisation des services informatiques. Et donc on avait envie de tester ça. On n'était pas complètement tout seul. Tu disais, je connais pas de boîte qui a fait ça. C'est vrai qu'il y en a peu. Il y en a de plus en plus, mais il y en a encore peu. Mais il y a quand même de plus en plus, et même en France, d'entreprises qui choisissent de partir sur des infrastructures comme ça. J'en citais une seule que je connais très bien. C'est un très bon copain qui a fondé ça aussi. Il s'appelle Joko. C'est une autre fintech. Et ils font de la fidélité plutôt pour des ados. Et on a pas mal discuté justement de cette archi. Et ils ont aussi une archi comme ça, full serverless. Ça fonctionne très bien chez eux et chez nous. Ça a beaucoup d'avantages. Ça demande de changer beaucoup ses façons de voir les choses, ses façons de faire, quoi. Alors, déjà, dans tout ce que tu as présenté, j'ai déjà plein de questions. Je vais essayer de les noter pour qu'on y revienne petit à petit. Déjà, tu parlais que tu n'avais jamais fait ça sur ces volumétries-là. C'est sur ces volumétries-là, pardon. Est-ce que déjà, du coup, tu peux nous donner une idée un peu de quel type de volumétrie tu parles en termes de flux de transactions, de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui chez Blank? Pour donner une idée, donc c'est Blank déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile, une application web, donc forcément un compte professionnel, compte de paiement, une carte qui va avec, et tout un tas de services autour. Avec tout ça, pour donner quelques idées, donc c'est en termes de paiement, forcément, c'est un gros driver d'utilisation. C'est-à-dire, quand on raisonne avec un SaaS normal, en général, on va mesurer est-ce que les gens se connectent ou pas à l'application. Là, il faut rajouter une métrique qui est importante, c'est le nombre de paiements qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ouvrent très rarement l'application, mais qui payent beaucoup avec, et c'est quand même des utilisateurs actifs. Et donc, pour avoir une petite idée, donc on a des gens qui se connectent assez régulièrement en moyenne, tous les jours, tous les 2 jours, ce qui pour un compte bancaire est quand même une bonne récurrence d'usage. Et après, en termes de paiement, on a là actuellement, on est à quasiment 100 millions qui sont échangés sur la plateforme. Depuis le début, on est une entreprise assez récente. 100 millions de transactions ou 100 millions d'euros 100 millions d'euros transités sur la plateforme. Et tout ça en un an, puisqu'on s'est lancé quasiment jour pour jour, puisqu'on s'est lancé officiellement après notre bêta le 1er février 2021. Donc ça fait quasiment un an. Enfin, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Et donc ça va très très vite quand même. Ça va très vite. C'est une explosion, quoi. C'est complètement exponentiel. C'est par nature structurellement exponentiel parce que chaque utilisateur va dépenser beaucoup. Enfin, chacun, on a quand même, si tu fais un peu le calcul de ce qui transite sur ton compte en banque en entrant et en sortant, je te souhaite que ça soit beaucoup, mais en général, ça va assez vite. Et si tu multiplies ça par le nombre d'utilisateurs, c'est plutôt au carré, quoi. Et donc ça va assez vite. En plus, on ne se plaint pas. On a plutôt une très bonne traction d'utilisateurs, donc de mieux en mieux là. Donc ces chiffres sont vraiment de meilleur en meilleur. Ça veut dire que globalement, faut savoir voir venir savoir voir venir ce nombre de transactions-là, ce nombre d'usages. Et gérer, comme ce qu'on se disait avant, la sécurité, la scalabilité, le monitoring de tout ça. Voilà. Et c'est justement un des intérêts du serverless, c'est que du coup, tu n'as plus cette scalabilité à prévoir. Tu te dis juste, en fait, moi, je veux mes données, je veux gérer mon flux entrant, et en fait, c'est ton cloud provider qui s'occupe de gérer la scalabilité. En fait, c'est ça le... C'est une des promesses principales. C'est une des raisons, mais vraiment pas la seule pour laquelle on a choisi ça au début. Mais c'est effectivement de se dire, si on simplifie énormément, on prend l'archétype du serverless chez AWS, ça s'appelle Lambda, c'est un service, on va dire, sur lequel tu pousses un bout de code, disons en TypeScript comme nous, et tu lui dis Amazon, je veux que ce bout de code-là, il tourne, que j'ai un utilisateur ou 1 million d'utilisateurs, et c'est toi qui gères tout. Et effectivement, il va te faire ça, et c'est
pas très loin d'être aussi simple que ce que j'ai décrit. Alors après, quand on a envie de l'industrialiser, de faire quelque chose de gros autour, il y a un certain nombre de choses à faire, mais globalement, c'est ça. Et donc effectivement, la promesse de base, c'est gère-moi la scalabilité de ça. Et donc on ne s'amuse pas à aller se dire qu'est-ce que je vais avoir dans 2 mois, est-ce que je rajoute des machines, ou alors est-ce que je set up un Elastic Beanstalk ou des trucs qui vont me gérer ça un peu automatiquement. Là, c'est un peu, de ce point de vue-là, juste du point de vue scalabilité, ça fonctionne vraiment tout seul, quoi. Ouais. Puis du coup, tu n'as même pas de... J'imagine que si tu as des questions d'architecture, mais du coup, tu ne te demandes pas, en fait, est-ce que je me fais un microservice qui fait ça, comment je le fais communiquer. En fait, tout ça, c'est automatique et natif dans la gestion de la plateforme. Alors non, là, pour le coup, il y a beaucoup de questions d'architecture. Okay. Elles sont juste un peu, voire beaucoup sur certains aspects, différentes de ce qu'on pourrait se poser à côté. Mais non, il y a des vraies questions parce que du coup, on va avoir une architecture qui est assez différente de ce qu'on pourrait connaître à côté. Alors, pas que ça soit impossible de refaire une architecture serverless avec, en faisant ça sur des VM, mais on va se retrouver avec beaucoup de tout petits services qui sont les uns à côté des autres. Donc en gros, je parlais des lambda tout à l'heure, donc des petits, c'est une petite unité fonctionnelle qui va faire quelque chose, qui est la base, c'est que c'est complètement stateless. Alors ça fait quelque chose, ça stocke, ça transforme, ça fait une opération, et ça s'arrête et ça doit rien laisser, si ce n'est avoir écrit dans une base de données ou lu dans une base de données. Et donc on va en avoir un ensemble, par exemple chez nous, il y a une lambda qui permet d'aller consulter son compte, il y a une lambda qui permet d'aller faire un virement, une lambda qui permet d'aller ouvrir un compte. Alors là, il y a pas mal de lambda qui permettent de l'ouvrir derrière, mais voilà. Et donc j'ai pas fait le compte récemment, mais on est très probablement à des centaines et des centaines de lambda de notre côté, puisque chaque petite unité fonctionnelle comme ça, on la met comme ça au sein du lambda. Et donc derrière les questions d'architecture, si on ne veut pas se retrouver avec juste un espèce de gloubi-boulga de centaines de lambda qui parlent les unes avec les autres et tu sais pas qui fait quoi et qui est codé comment, tu as intérêt à bien penser ton truc dès le début. Et donc on a posé assez rapidement au début, parce qu'on voyait l'explosion du nombre d'utilisateurs, mais aussi de lambda, on a posé assez rapidement au début une architecture avec des ensembles de services, de petits services, donc de lambda, ou sur d'autres technologies, je parle beaucoup de lambda, mais il y a d'autres services managés, qui sont rassemblés dans ce qu'on pourrait appeler de façon globale des microservices. Le microservice tel qu'on l'entend, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est du ressort de je manipule mon compte de façon simple, je le consulte, je fais un virement, je fais une opération, ça c'est un microservice. Tout ce qui est je crée un devis, je crée une facture, je l'envoie à mon client, ça c'est un autre microservice. Et donc on fait des ensembles fonctionnels qui contiennent plein de petits services, typiquement en lambda, pas que. Voilà. Parce que du coup, tu as un risque d'avoir, mais ce que tu décris, c'est que tu peux avoir une lambda que tu as déployée à un instant T, que tu as complètement oublié, et en fait, plutôt que de la retirer, parce qu'en fait, une lambda qui n'est pas utilisée, en fait, elle coûte rien, de ce que je comprends, parce qu'elle est finalement éteinte et elle n'est jamais allumée, mais du coup, tu as un risque d'avoir une lambda en fait, qui traîne, que tu n'utilises jamais, qui a été remplacée par une autre, et en fait, tu as une espèce d'historique qui pourrit petit à petit. Bah c'est marrant comme question, parce que ça montre le changement de paradigme. Factuellement, tu n'as pas de lambda qui pourrit dans un coin parce que tu n'as rien si le truc n'est pas utilisé. Si à un moment donné, on stoppe tous nos utilisateurs et plus personne n'appelle, tout s'arrête. Alors, on a quelques éléments d'infra qu'on n'a pas bien réussi à mettre en serverless, mais honnêtement, c'est très limité. Mais globalement, si les utilisateurs arrêtent d'utiliser ma plateforme, tout s'arrête. Et donc, il n'y a jamais un truc qui traîne dans un coin où tu dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là et pourquoi il traîne là ?» Par contre, ça va traîner dans un coin potentiellement de ton repo ou de tes repos où c'est un bout de code que tu as développé, que la lambda, elle n'est jamais appelée, potentiellement, elle n'est plus du tout dans les normes de développement actuelles. Et donc, pour éviter ça, effectivement, tu essaies dès le début de poser des règles, de faire des bons ensembles, de revoir régulièrement comment tout ça communique. Mais tu n'as pas un truc qui traîne sur une machine, quoi. Ça n'existe pas. Mais est-ce que tu peux quand même avoir une lambda qui continue à être appelée, mais que du coup tu vois pas parce qu'en fait dans le volume des lambda que tu as, en fait elle est appelée de manière sporadique, mais du coup elle a un effet de bord qui peut te déclencher du coup des problèmes et que tu vas mettre un peu de temps à voir que le bug il vient de là en fait. Normalement, en fait, là, pour le coup, tu rejoins des problèmes qui sont pas liés au serverless. Et si tu monitores bien ta plateforme, si tu as les alertes aux bons endroits et que tu fais de la quality analysis aussi standard, tu devrais pas avoir quelque chose qui fait son chemin dans un coin et qui te génère des bugs et que tu ne vois pas. Mais ça dépend beaucoup de la qualité de ton monitoring globalement et ta QA. Alors du coup, en intro, tu nous disais aussi que... parce que, tu vois, moi, je pensais naïvement qu'un des gros avantages du serverless, c'est du coup, tu n'as pas d'ops en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas à gérer cet aspect-là. Mais tu nous dis que ce n'était pas une des raisons principales de votre choix. Du coup, c'était quoi? C'est une question de maintenabilité du code? C'est
juste parce que c'était fun et nouveau? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ce choix-là? Alors, dans ta question, il y a ce que je disais au début, t'as pas à gérer la scalabilité. Donc ça, effectivement, le fait de se dire, j'ai pas quelqu'un qui est effectivement en général qu'on appelle un ops qui va juste gérer combien j'ai de machines, est-ce que la plateforme va pas tomber, ça, effectivement, on peut assez largement l'oublier dans une très grande mesure. Mais globalement, je vais étendre ça. Un des intérêts, c'est pas juste la scalabilité qui nous a intéressés au début, c'est de se dire globalement, et ça c'est quelque chose d'assez fort dans la construction de l'équipe, on n'a pas d'ops du tout. On n'a pas de personnes qui soient techniques, qui soient dans l'équipe de développement, qui soient dans l'équipe technique au global, et qui ne soient pas développeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa et qui existe dans assez peu d'entreprises. Tu as toujours, même si c'est une personne dans les petites boîtes, mais tu as toujours un gars qui est responsable, qui est les mains dans le shell Linux, et qui est responsable que juste le truc fonctionne. Ou alors, à minima, qui est les mains dans la console AWS pour essayer de mettre des machines en place. Et là, pas du tout. L'idée, c'est de se dire, c'est vraiment le concept de build it, run it, poussé tout au bout. On va tout faire en dev, et de toute façon, c'est les devs qui vont tout faire. Et donc, tu n'as aucun dev qui ne fait pas je développe ma fonction, je le teste, d'ailleurs on peut en parler en local ou pas, il y a des choses intéressantes. Et ensuite, je le pousse en staging et je le pousse en prod et je fais tout ça. Et quand je le pousse en prod, c'est moi qui déclenche en fait l'infrastructure qui est en dessous. Et c'est moi qui code toute l'infrastructure qui est en dessous. Et il n'y a jamais aucun ops qui va me dire tiens, tu peux le mettre sur telle machine, tu peux le mettre sur tel environnement. Non, c'est moi qui crée mon propre environnement et qui, derrière, m'assure que le truc fonctionne. Donc c'est l'aboutissement de l'infra as code en fait. C'est ultra centré autour de l'infra as code. Enfin, c'est que de l'infra as code. C'est-à-dire il n'y a rien dans ce qui existe chez Blanc qui ne soit pas de l'infra as code. Une autre façon de voir ça, on a testé l'exercice, c'est si la plateforme, si on faisait delete de notre compte AWS à un moment donné, on peut reconstruire, on a tout dans GitLab, on peut reconstruire toute la plateforme à côté. En gros, ça correspond à un deploy de tout ce que tu as stocké dans ton repo, quoi. Parce qu'il n'y a pas des machines à remonter, il n'y a pas des quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est vraiment que de l'infra as code. Et donc que du dev. Alors c'est marrant ce que tu évoques, parce que du coup ça me rappelle un autre épisode qu'on a fait où c'était Olivier Dupuis qui venait raconter le jour en fait où ces clés AWS ont leaké sur GitHub. Du coup leur compte AWS s'est fait poney en un petit peu moins de 2 minutes. Du coup, toutes leurs machines se sont fait supprimer pour remplacer par a priori des mineurs de Bitcoin. Et donc, il nous raconte cette journée où il a restauré son système petit à petit. Donc, il avait annoncé que ce serait fait en au moins 2 jours. Au final, ça a été fait en quelques heures. Mais tu vois, il nous raconte un peu cette journée étape par étape. Donc, c'est un très bon épisode que je vous invite à écouter, bien évidemment. Mais du coup, toi, ce que tu dis, en fait, c'est que cette notion de serverless te permet... Alors, est-ce que ça te permet d'être à l'abri de ce genre de situation? Ou est-ce que ça te permet de redémarrer plus vite? Ça, probablement, ça change strictement rien au risque. C'est à un moment donné, quelqu'un fait leaker les clés sur GitHub, on a exactement le même risque. Probablement, on minera du Bitcoin aussi. Mais par contre, ça nous permet, tu sais, c'est la notion de RPO, je crois que c'est ça, ouais. De reprise d'activité. Là, pour le coup, on se crée un autre compte AWS à côté. On push tout ce qu'on a dans les repos pour reconstruire l'infrastructure à côté. Et j'ai pas de métrique là, mais ça me paraît assez évident qu'on sera live beaucoup plus rapidement que sur une infra plus classique, parce qu'en fait, il n'y a pas de machine à remonter, quoi. Le truc qui va prendre du temps, c'est de recopier les données, notre backup de données dans des nouvelles bases, dans le nouveau compte AWS. Mais même ça, c'est pas comme si on avait des bases SQL quelque part qu'il faut dimensionner, etc. En fait, tu lui pousses un gros batch de données, donc on utilise DynamoDB, qui est la base de données serverless managée, une des bases de données d'AWS, on lui pousse un gros batch de données, il vient créer toutes les tables et bim, c'est reparti, quoi. Donc il y a bien sûr, je ne vais pas peindre un tableau qui est absolument magique, il y a plein de petits edge cases, de trucs où en fait ça ne va pas marcher directement et il faut aller gérer, mais sur 90% de ce qu'on a construit, ça va se remonter, et en fait surtout il n'y a rien qui va se remonter, ça va être dispo et les utilisateurs vont appeler et ça sera là, quoi. Voilà. Et alors du coup, ce temps de démarrage, toi, tu parlais tout à l'heure de ces lambda, où tu en as une centaine qui sont installées, qui sont prêtes à démarrer. Elles démarrent vraiment en une fraction de seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de chauffe ou quoi que ce soit? Ouais, si, bien sûr. C'est un sujet central, ça, même si
et AWS s'est amélioré, et puis il y a des techniques, mais donc c'est un sujet qu'ils appellent le cold start, qui était un peu le gros truc où les gens disaient au début non, faut pas faire de serverless parce que il y a ce truc-là. En fait, c'est plutôt un détail technique, faut être honnête. C'est que quand on a, c'est pas magique derrière. Amazon fait monter des machines et fait monter des conteneurs, en l'occurrence, pour servir les utilisateurs, quoi. Ils fabriquent pas le code ou la machine eux-mêmes. Et donc le temps de faire monter un nouvel environnement, setup tout l'environnement sur un langage donné et un serveur HTTP et savoir répondre aux clients, dépendant du contexte, ça peut prendre entre quasi pas grand-chose, quelques dizaines de millisecondes, à l'époque, quand on a commencé, ça pouvait être de l'ordre de 300-400 millisecondes, ce qui commence à faire un petit peu mal s'il y a d'autres choses à aller faire à côté, et qu'en plus, il s'agit d'un truc qui doit être fait vraiment dans l'instant, genre consulter son compte bancaire. Surtout qu'en plus, tu nous décrivais que tu avais plusieurs centaines de lambda qui étaient côte à côte, et j'imagine que tu fais rarement appel à une seule en fait quand tu as une mais là pour le transaction coup, ça c'est le truc sympa avec AWS, c'est qu'ils ont la capacité à faire tout ça en même temps. Donc certes, tu as des call start, mais si tu veux faire 1 million de call start en parallèle, pas de souci, ils te le font. Mais quand tu appelles, vu qu'ils ont un peu de mal, ils font quelques trucs, mais ils ont un peu de mal à prévoir si tu vas appeler ou pas. Quand tu fais un appel, tu as un utilisateur qui fait un appel, un get sur son compte, il faut quand même faire popper la lambda et tout le service qui va lui permettre de lui répondre. Mais pour ça, honnêtement, c'est pour ça que je disais, c'est un problème, il faut le gérer, il faut en être conscient, il faut le gérer, mais c'est quand même un problème technique que tu peux gérer, donc tu as plein de façons de le faire. À l'époque, tu en avais qui simplement pinguaient régulièrement certaines lambdas qui étaient un peu critiques pour s'assurer qu'elles soient toujours up. Bon, là, tu perds un peu l'intérêt de serverless. Sinon, maintenant, AWS te permet d'avoir des systèmes où ils te disent celle-là, tu veux qu'elle soit toujours un petit peu up, tu en es toujours au moins une pour répondre rapidement, je te permets de le faire. Ça s'appelle du Provision Concurrences. Tu en as toujours 1, 2, 3 qui sont toujours là. Et puis après, tu peux aussi essayer de prévoir un petit peu, ça on fait de plus en plus. C'est les mêmes technologies que dans les navigateurs, c'est-à-dire quand un utilisateur fait quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire probablement après. De la même façon que Chrome, quand tu vas sur une page Wikipédia, va commencer à préloader les pages qui sont juste après dans les liens, parce que comme ça tu les affiches plus rapidement. Quand tu vas faire la première étape d'un virement, en général tu vas faire la deuxième étape du virement, et donc c'est intéressant de préloader celle-là, de préchauffer celle-là. Donc tu peux aller assez loin pour résoudre ces problèmes-là, et c'est en tout cas ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment pas une fatalité, c'est juste un sujet technique qui est un peu spécifique au serverless à gérer dès le début, quoi. Et cette anticipation, Amazon le fait tout seul de manière entièrement automatique, j'imagine avec beaucoup de machine learning pendant derrière. Non, ils le font. C'est à toi de setup. C'est à toi de le faire. Ouais. Eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est voir que ils ont un volume d'appels qui commence à augmenter sur par exemple un service en particulier, et donc préchauffer un peu quelques machines derrière en se disant là probablement il va falloir que je réponde plus. Mais globalement ils font la base là-dessus, et c'est à toi, parce que c'est vraiment de l'intelligence métier, ça dépend ce que tu fournis comme service, c'est à toi d'aller préchauffer ou pas les lambdas, d'aller prévoir si tu vas avoir des appels ou pas. Et non, c'est essentiellement ça, et tu vas le retrouver surtout sur Lambda, tu vas le retrouver beaucoup moins sur d'autres types de services managés comme les bases de données, comme S3 ou des choses comme ça. Oui, parce qu'au final, S3, c'est un des premiers services managés disponibles en fait. C'est un des premiers services déjà d'AWS qui a commencé à les faire connaître avec EC2, et c'est vrai que c'est un peu le début du serverless, c'est-à-dire je te fournis un système de stockage objet qui est, entre guillemets, qui est infini, quoi. Vas-y, pousse-moi des trucs, teste-moi, je peux stocker tout ce que tu veux. Et ils ont commencé par ça a extrêmement bien fonctionné S3, c'est une des raisons du succès d'AWS à la base, et puis c'est vachement bien utilisé. Et ensuite, ils ont continué, je crois que rapidement après, il y a eu Lambda, mais qui a été plutôt un peu inventé par Google au début, avec les Cloud Functions. Mais donc Lambda est arrivé, je crois, quasiment 10 ans, là. Ils ont sorti DynamoDB, qui est la base de données NoSQL managée. Et maintenant, tu as tout, en fait, et on utilise une grosse partie de ces choses-là. C'est marrant, c'est un vrai jeu de Lego en termes d'architecture. Donc, tu as ton stockage, ton compute, le stockage objet avec S3. Si tu veux des bases de données SQL managées, tu as autant Aurora que Redshift, que tout ce que tu veux. On utilise beaucoup, on pourra en reparler en termes d'architecture, tout ce qui est événementiel. Et donc, on s'appuie actuellement beaucoup sur SNS, et puis on ajoute des briques autour qui permettent de gérer des bus d'événements, qui permettent de déclencher différents services autour, dépendant le contexte. Et donc en fait tu te retrouves avec beaucoup de briques de Lego sympas que tu viens assembler, avec lesquelles tu peux faire vraiment de l'architecture. Et là c'est de l'architecture vraiment sympa, parce que tout est à portée de quelques lignes de code, et donc tu peux brancher
un serveur HTTP, enfin un CDN, un serveur HTTP qui va répondre à des requêtes, qui va déclencher un événement, qui va lui-même stocker quelque chose dans un stockage objet, et puis déclencher un autre service qui va appeler un partenaire. Et tout ça, c'est des lignes de code. T'as pas de machine à monter, t'as rien. C'est aussi, ça rend le truc très sympa à utiliser, quoi. Alors justement, cette approche Lego, c'était aussi un truc dans ce que tu évoquais au début. Il y a un côté très effectivement modulaire, tu sens qu'on assemble des choses, et comme tu as ce côté où tu te dis, en fait, je vais pas m'embêter à réinventer des offres, parce qu'en fait, avec les Sales Managers aujourd'hui, des Amazon et compagnie, ils font ça très bien, donc autant en profiter. Est-ce que ça veut dire que toi, dans ta conception aussi du code, tu as cette approche-là de te dire, je vais pas réinventer la roue à chaque fois, je vais prendre un framework, je vais prendre un plugin, je vais prendre un module, je vais prendre un package, enfin tu vois, selon les technos que tu utilises, et du coup, tu fais en sorte de beaucoup réutiliser des choses qui sont déjà faites et de te concentrer du coup sur un aspect métier précis. Tu vois, est-ce que c'est cette méthode-là aussi de manière globale qui t'a amené au serverless? Alors, cette méthode-là, déjà, en intro, est ultra centrale dans absolument tout ce qu'on fait chez Blanc, et pas que la tech. Je l'ai appliqué beaucoup en tech. Quand j'ai pris la thèse complète de cette boîte, je l'ai appliqué dans tout ce qui est pas tech, les partenariats, le choix de comment on construit des features, tout un tas de choses. Le fait de se dire, c'est le make or buy globalement, c'est est-ce que j'ai quelqu'un ou quelque chose qui fait le service beaucoup mieux que moi sur le marché, et de toute façon, il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée, donc ça sert à rien que je cherche à refaire la même chose. Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est une grosse valeur ajoutée, ou alors il n'y a personne qui fait les choses bien sur le marché, donc je vais vouloir le faire. On applique ça sur tout. Donc sur serverless, c'est effectivement l'idée. C'est-à-dire de toute façon, pour arriver au niveau d'AWS en termes de gestion de scalabilité, de gestion de sécurité, etc., il y a un peu de taf. Donc, et c'est pas ça qui va nous différencier sur le marché. Personne va venir chez Blanc parce que il monitor vraiment trop bien dans cette banque, c'est incroyable. Non. Donc on préfère s'appuyer sur des gens qui font ça extrêmement bien. C'était vrai sur d'autres choses, hein. On fait, qu'est-ce que je peux citer comme exemple? On fait de la facturage, par exemple, c'est-à-dire la capacité à payer les factures de nos clients en avance. Donc, je sais pas vraiment pas l'aspect tech là. Et on a regardé ce qu'il y avait sur le marché. On aurait pu essayer de faire de la facturage nous-mêmes. En fait, il y a des services qui le font très bien. La seule chose qu'on a voulu faire, c'est le présenter un peu mieux. Et donc, on bosse avec une boîte qui s'appelle Cash in Time, qui nous permet de faire ça. Et donc, même sur des choses qui sont vraiment pas tech, qui sont juste des choix produits ou même des choix stratégiques dans l'entreprise, la question est toujours la même, c'est est-ce qu'on peut profiter de l'écosystème et ne pas réinventer la roue à chaque fois? Et ça s'applique aussi bien à ça qu'au choix de librairie quand on peut éviter de réinventer quelque chose, quoi. Alors du coup, une autre question que j'ai, c'est sur cette notion de lambda. À quel point c'est unitaire en fait? C'est-à-dire que une lambda, c'est quoi? C'est quelques lignes de code, c'est une fonction, du coup c'est un fichier, ou du coup toi, on parle de modules, de packages, de librairies. Est-ce que du coup tu vois quel est le volume de code que tu inclus dans une lambda? C'est quoi le métrique? Alors, un peu comme beaucoup de choses en cloud, il y a ce que tu peux faire et ce que tu devrais faire, ou en tout cas là où tu vas t'y retrouver. On pourrait charger énormément de choses dans une lambda. Je ne sais pas s'il y a une limite en ligne de code, probablement, il doit y avoir quelque chose. En tout cas, il y a des limites en termes de CPU, RAM que tu peux lui allouer, puisque encore une fois, tu as quand même des machines en dessous. Mais tu peux faire beaucoup de choses et tu peux faire aussi un peu n'importe quoi. Donc j'ai connu effectivement dans une ancienne vie, je faisais plutôt du service et des clients qui mettaient l'intégralité de leur monolithe dans une lambda, et après ils appelaient AWS en disant est-ce que vous pouvez m'enlever les limites de RAM, etc. Tu peux le faire, ça va globalement avoir très peu d'intérêt parce que tu bénéficies plus du tout alors tu vas avoir un cold start dont on parlait qui est délirant. Tu bénéficies plus du tout de l'aspect je démarre juste le service quand il m'intéresse et puis je désynchronise tous les éléments de service de mon application. Enfin, en termes d'architecture, en termes de performance, de scalabilité, tu t'y retrouves pas trop. Tu pourrais le faire. Donc on a plutôt choisi d'essayer de trouver le juste milieu entre tu te fais pas flouder par des milliers de toutes petites fonctions parce que sinon tu t'y retrouves plus en architecture logicielle, et en même temps tu essaies de faire des choses. Notre unité, c'est un service relativement simple qui répond à une requête utilisateur. Donc, typiquement la consultation de compte, c'est vraiment simple, tu vois, tu prends la requête, tu lis les éléments de sécurité, tu lis qui est l'utilisateur, tu vas chercher dans la base, peut-être tu fais une petite transformation et tu le renvoies. C'est à peu près ça. Et donc tu fais cette unité-là, l'élément de base, je le citais tout à l'heure, c'est stateless. De toute façon, tu n'as pas le choix. La lambda, elle s'arrête à la fin et il ne te reste plus rien. Donc, tu as intérêt à avoir tout stocké ou faire autre chose, mais il ne te reste plus rien à la fin.
Et avec cette espèce d'unité-là, tu arrives à avoir quelque chose qui se démarre suffisamment vite, qui fait juste sa fonction et qui s'arrête. Et un autre élément que tu peux utiliser, qu'on utilise de plus en plus pour justement aller dans trouver la bonne granularité, c'est, alors ça a des noms différents dans les différents clouds, mais par exemple les state functions sur AWS, c'est globalement se dire, si j'ai quelque chose d'un peu lourd, typiquement on va prendre le virement, t'enchaînes quand même plusieurs étapes de vérification différentes que tu n'as pas envie de mettre dans une grosse lambda, parce que par exemple tu as des appels de partenaires qui peuvent prendre du temps entre chaque. Tu vas pouvoir enchaîner plusieurs lambdas en mode workflow en lui disant juste après, une fois que tu as terminé ça, tu peux appeler tel autre, puis tu peux appeler tel autre, puis un tel va aller stocker en base de données, et ensuite tu renvoies la main et tu renvoies la requête, la réponse HTTP. Et donc tu as moyen quand même, il te donne une boîte à outils pour avoir des unités fonctionnelles en lambda qui sont modérées, qui sont suffisamment petites. Mais pour revenir à ma réponse initiale, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux faire n'importe quoi aussi. Et du coup, tu peux gérer une parallélisation, c'est-à-dire que tu peux aussi dire à un moment, tu m'appelles 4 lambda en même temps, puis après tu me fais un mashup des infos. Enfin, tu peux faire du coup de manière très, très ponctuelle, on va dire Alors, tu peux appeler 4 lambda, puis ensuite réunir le truc en mashup sur une seule requête HTTP, ça peut être un peu compliqué. Par contre, ce qu'on fait beaucoup, et le serverless est adapté à ça, et en même temps nous aide à le faire, c'est, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, faire de l'archi événementiel sur cette base-là. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très adapté à ce qu'on fait en banque et globalement plutôt spécifiquement dans notre produit, c'est qu'on va avoir pas mal de requêtes qu'on appelle synchrones, c'est-à-dire un client qui demande quelque chose ou qui lance une opération, on veut lui répondre, on lui renvoie une réponse. Mais on va avoir aussi énormément, et ça commence à devenir la partie essentielle de notre plateforme, de choses qui se passent en réponse à ça, mais qui sont pas, que tu veux pas faire directement de réponse à l'utilisateur. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Par exemple, je reprends mon virement. Quand un utilisateur nous demande de faire un virement, il nous donne la réponse. Nous, on traite sa demande de virement. Déjà, première chose, sur un virement, en général non instantané, tu lui renvoies une réponse, mais en fait, tu vas le traiter plus tard. Et la façon de le traiter plus tard, en fait, tu envoies un événement dans un bus d'événements. Tu vas avoir celui qui gère le virement, qui veut effectivement l'émettre, qui va le traiter jusqu'à ce qu'effectivement il soit bien parti. Tu vas possiblement avoir le système de facture qui veut détecter si le virement il n'est pas en fait pour régler une facture que tu avais déjà en stock. Donc lui aussi il va se déclencher, il va dire moi il m'intéresse cet événement, je vais me déclencher, je vais regarder ça. Tu vas avoir le système qui veut incrémenter le chiffre d'affaires du client pour pouvoir ensuite aller le déclarer n'importe où, ou alors l'utiliser en interne. Lui aussi il va se réveiller, il va se dire tiens moi aussi je veux traiter ça. C'est la base de l'archi événementiel et quand tu rajoutes à ça ce que te permet de faire du lambda, du serverless, c'est assez sympa parce que du coup tu as une petite galaxie de lambda autour d'un bus d'événements qui vont se réveiller, qui vont faire des choses différentes, chacun à leur timing, chacun avec leur qualité de service qui est nécessaire, autour de juste j'ai eu un événement initial, quoi. Et donc ça c'était un événement qui était envoyé par l'utilisateur, mais on va aussi avoir la même chose qui se passe si un client a payé avec sa carte. On est informé, on traite le truc, mais en parallèle on fait tout un tas de gestions autour qui sont liées à la carte pour déclencher n'importe quel événement, quoi. Cette programmation événementielle, je trouve que c'est un truc qui a vraiment explosé dernièrement. Je trouve que, notamment depuis l'arrivée de Node, de manière générale aussi avec le mobile, en fait, où ça s'est quand même beaucoup démocratisé aussi. Avant, on était vraiment sur, tu avais une interface et tu refaisais tout l'écran à chaque fois que tu changeais un moindre truc. Et maintenant, cette notion d'événement, en fait, ça a complètement explosé. On est vraiment du coup sur une notion de plus en plus unitaire. Et du coup, au final, de ce que je comprends, de ce que tu décris, en fait, le serverless, c'est le summum de cette notion justement d'événements et d'unitaire qu'on a vu émerger depuis quelques années, quoi. Je pense que ça s'applique différemment. Là, on parle du serverless, c'est du back-end. C'est forcément que du back-end. Ça s'applique différemment, cette notion d'événementiel ou d'appel unitaire, dépendant de où tu te situes, ce que tu es en train de développer. L'Ajax, tout le XML, HTTP request, tout ce qu'on a vu popper il y a 15 ans pour changer les façons de faire des applications front, ça a été une partie de ça, c'est-à-dire je vais chercher juste ce qu'il me faut et pas recharger les écrans comme tu disais, ce qui est à mon avis quelque chose d'un peu différent de l'architecture événementielle où je vais pas gérer que du synchrone et je vais déclencher des choses asynchrones quand il m'arrive quelque chose en back-end. Le serverless, je dirais, là-dedans, c'est plutôt un type d'archi qui te permet de faire ça, mais je veux dire, tu peux très bien avoir un gros monolithe en Node et faire de l'événementiel aussi. Il y a des façons de faire ça. Disons que là, c'est une façon d'appliquer, c'est un type d'archi d'événementiel, et le serverless, ça nous permet de le faire d'une certaine façon que je trouve assez élégante, assez flexible, assez simple à faire, parce que tu codes tout ça, et néanmoins, c'est de l'infrastructure en dessous, quoi. Ouais.
Sur cette partie stateless du coup de la lambda, ce qui m'étonne, c'est que alors donc je te le dis tout à l'heure en préparation, moi aujourd'hui j'ai la chance d'être encadrant dans l'école Adata School. Et donc j'avoue, quand j'ai commencé il y a quelques mois, on m'a demandé à un moment c'est quoi la différence entre stateless et stateful. Et j'avoue, sur le coup, je me suis dit, J'ai fait une recherche Google. Et donc j'ai fait une recherche Google. Et ce qui me fait marrer, en discutant avec toi, en fait, c'est que ce qui est souvent donné comme exemple, c'est que du coup, donc le stateless, donc t'es indépendant c'est-à-dire que tu fais un truc, après, t'as pas d'impact, enfin, c'est cette notion-là que tu as eu sur Lambda, c'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, tu meurs et du coup, il y a plus de, tu restes pas là à donner des infos, ce genre de choses. Donc tu es complètement indépendant de l'ensemble du système. Et ce qu'ils donnent comme exemple pour le stateful, ils disent, par exemple, dans le monde des banques, c'est important d'être plutôt en stateful parce qu'il faut pouvoir prendre l'historique des transactions, patati patata. Et du coup, je trouve marrant que toi, aujourd'hui, tu crées une banque entièrement en stateless, alors que dans les cours, entre guillemets, de ce que je vois, les banques, c'est considéré comme l'exemple ultime du stateful. En fait, c'est un concept qui est complètement structurel. Stateless ou stateful, tu peux pas dire une banque, ça doit être stateless ou stateful. Je suis d'accord, mais je trouve ça marrant, en fait. Je sais pas pourquoi ça m'est venu pendant la discussion. En fait, c'est des éléments pris indépendamment peuvent être stateless ou stateful. En l'occurrence, quand tu fais du compute, c'est-à-dire tu traites une requête, tu traites une demande de service quelconque, on considère que tu es stateless si... toute chose égale par ailleurs, tu vas toujours donner la même réponse. C'est-à-dire, le client t'a fait une requête, enfin, te fait 10 fois la même requête, et dans la base de données, tu as exactement la même chose, tu ne le modifies pas, tu vas toujours faire la même chose, tu vas toujours donner la même réponse. Ça, c'est considéré comme du stateless parce que c'est reproductible, tu vas rien stocker, il ne va pas y avoir, je sais pas, une session PHP, quoi que ce soit, dans lequel tu vas stocker quelque chose et du coup donner des réponses différentes. Tu t'arrêtes, tu remontes, et à chaque fois, tu donnes exactement la même réponse. Mais si tu considères au global, oui, notre plateforme, bien sûr qu'elle est stateful. On a une base de données, on s'en sert. Donc, oui, évidemment. Ouais, tu pourrais peut-être imaginer des business complets stateless, mais je vois même pas. C'est des trucs où tu stockes jamais rien et ça donne toujours la même réponse, quelle que soit la façon dont tu les appelles. Ce qui est bizarre, enfin, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un business model dans un truc où tu fais tout le temps la même réponse. Mais... Non, mais stateless, c'est vraiment juste un concept un peu précis et donc tu l'appliques à une lambda, mais tu l'appliquerais pas à une base de données. Voilà. Alors du coup, pour revenir sur les devs, parce qu'on est quand même là pour parler à des devs, qu'est-ce que ça change du coup dans la façon dont un dev va travailler au quotidien, cette approche de full serverless? Alors c'est une bonne question et ça a été un peu au cœur de plein de choses qu'on a beaucoup aimé et plein de choses qui ont été galères chez Blanc. Globalement, ça change beaucoup de choses. Et donc je parle bien sûr plutôt de dev back-end. Parce que pour un front-end, à partir du moment où le dev back-end qui bosse en serverless le fournit, il a une bonne API, ça fonctionne pareil. Mais pour un développeur back-end qui va bosser sur ces technos-là, ça demande quand même un vrai changement de façon de travailler, une vraie formation technologique. Et donc, déjà, pour répondre à une question que tu ne m'as pas posée, de qui on prend et comment on les recrute, on va chercher des gens qui sont déjà, pas forcément qui ont une connaissance de serverless, c'est quand même très rare, mais plutôt des gens qui vont être capables de monter rapidement sur ces technologies-là, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment importante. Pourquoi? Et ça répond un peu plus à ta question, parce que les développeurs chez Blanc qui bossent là-dessus vont faire la partie architecture logicielle, développement dans les technologies qu'on utilise, en l'occurrence Node, TypeScript, et vont aussi gérer quand même les éléments d'infra qui restent. Quand je disais tout à l'heure, tu reçois la requête, elle passe par le CDN, tu la traites avec ton lambda, t'envoies un événement sur SNS et puis tu vas stocker un truc sur S3 par exemple, ça se fait pas tout seul, il faut quand même le coder quelque part, il faut comprendre comment tout ça fonctionne, ce que c'est que SNS, ce que c'est que simplement un bus d'événements, ce que c'est que S3, savoir comment tu peux, même si tu peux tout faire en code, savoir comment tu codes ça, et comment justement tu vas permettre de déclencher un événement et ce que ça va faire quand l'événement va se faire et comment tu dois mettre l'événement. C'est des choses auxquelles les développeurs ont moins l'habitude de réfléchir parce que souvent c'est géré par des ops. La façon dont un bus d'événement va fonctionner et sa scalabilité, etc., c'est souvent géré par des ops. Là, en l'occurrence, on n'en a pas. Donc tout est géré par la même équipe de développeurs back-end. Et donc ça demande quand même de se former à beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles façons de faire. Et on n'a pas encore parlé de la CI, c'est aussi tout un élément sur lequel il faut aller se former et inventer des nouvelles façons de faire. Donc globalement,
c'est vachement intéressant. Ça, c'est évident, c'est le truc, la chose évidente là-dessus. Mais ça demande de remettre beaucoup de choses en question, d'aller beaucoup se former, d'aller beaucoup lire, beaucoup apprendre et de tester des nouvelles façons de faire, quoi. Parce que dans ce que tu décris, du coup, on a envie de se dire, du coup, pourquoi tu prends pas un Ops, au final, qui pourrait du coup aider les devs, notamment sur toutes ces questions-là d'agencement d'événements les uns après les autres? Parce que, alors déjà, parce que ça fonctionne bien sans. Je vais être honnête, on regarde, déjà on a des devs qui sont un peu plus ops, c'est-à-dire qui connaissent un peu mieux, qui vont aider ceux qui connaissent un peu moins bien, donc tu as toujours un peu t'en as qui adorent aller bidouiller l'infra AWS et d'autres qui préfèrent vraiment rester concentrés sur le code, mais globalement, chacun de nos développeurs est capable de faire de bout en bout. Et puis on regarde si on peut avoir des gens qui sont quand même très spécialisés sur tout ce dont on discute là, sur les parties Ops, AWS, serverless, pour venir aider spécifiquement sur des choses qui ne concernent que l'infrastructure. Donc à un moment donné, tu as besoin d'avoir des gens qui vont regarder ça. Mais le but déjà, c'est, tu vois, on a 1 an d'existence, la plateforme, elle a eu quasiment 1 an et demi, presque 2 ans, et on n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Et on devrait en avoir besoin de peu, c'est-à-dire juste sur des éléments d'infrastructure, d'architecture très, très haut niveau, quoi. Donc on va aller en chercher, on essaie d'en avoir le moins possible. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a absolument pas envie et qu'on n'aime pas les ops, c'est aussi parce que c'est très sain et c'est très intéressant. Et pour moi, en tant qu'employeur, enfin en tant que responsable de ce produit-là, et pour les développeurs qui travaillent dessus, de faire de bout en bout. C'est-à-dire vraiment, quand je construis une fonctionnalité, je suis celui qui gère la fonctionnalité de création de facture. Je fais tout jusqu'au bout, je pose le truc en prod, j'envoie une requête, le truc me répond. C'est moi qui gère si en fait il répond pas à la bonne chose, mais pas juste en termes de dev, mais en termes de où j'ai posé ma fonction, quel est le CDN devant, quel est l'API, comment répond l'API Gateway, etc. Mais donc, tu vois, tu disais tout à l'heure que une logique que tu appliques chez Blanc, encore plus depuis que tu as ce rôle de CEO, c'est de dire qu'on ne va pas réinventer la roue, et s'il y a des gens qui font mieux le truc que nous, autant leur demander de le faire à notre place. Du coup, vu que tes ops, a priori, vont faire ça, il y a des chances qu'ils le fassent en tout cas mieux qu'un dev. Pourquoi ne pas demander du coup à un ops de venir aider les devs à faire cette partie-là? Alors bien tenté, mais je pense que l'ops le fera moins bien que le dev qui développe la fonction. Si le développeur est en train de faire la fonction qui permet justement de créer une facture, c'est vraiment le mieux placé, la base du DevOps, c'est le mieux placé pour tout faire. Et puis déjà, c'est vachement enrichissant parce que vraiment, tu as fait le truc complètement. Et c'est celui qui sait, ah bah ouais, mais je fais un truc de facture. Donc en fait, par exemple, mon throttling sur l'API Gateway, c'est le nombre de requêtes maximum que je peux faire. Je vais peut-être le mettre un peu bas parce qu'en fait, c'est pas un truc qui est appelé 3 fois par seconde. Et puis, je sais pas, tel élément de scalabilité, en fait, c'est pas un truc qui va être appelé beaucoup. Alors au contraire, ça va être appelé beaucoup. Et donc en fait, c'est vraiment les personnes les mieux placées parce qu'ils connaissent la feature, ils l'ont pensé, ils l'ont développé. C'est ceux qui ont bossé directement avec le product manager au début. Alors que, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de bosser dans des grosses boîtes très organisées, l'infrastructure et les développeurs, les gens qui gèrent l'infrastructure, ils prennent des docs sur ce qui arrive sur leur machine, mais globalement, ils n'ont un peu aucune idée de ce qui se passe vraiment, quoi. Ouais. Et donc, quand ça pète, ils appellent les devs à 2h du matin pour dire là, ton code, il ne marche pas, quoi. J'ai connu ça, effectivement. Du coup, quand tu as une app monolithe que tu dois gérer au quotidien en tant que dev, tu as aussi nécessité en tout cas c'est mieux quand tu connais l'ensemble de l'application, parce que du coup tu maîtrises mieux les effets de bord qu'il peut y avoir, ou ce genre de choses. Est-ce que sur ce genre d'environnement très éclaté, ça t'abstrait complètement de ce sujet, c'est-à-dire que tu peux coder dans ton coin sans soucier de ce qui se fait à côté, ou au contraire, il faut une connaissance encore plus précise de l'ensemble? Alors ça se fait pas tout seul et magiquement, mais ça te permet un peu plus de tout décorréler. Je parlais et je suis pas en train de dire que tu peux pas le faire en monolithe, mais ça te permet peut-être un peu plus simplement et un peu mieux, et de le décorréler un peu mieux. Je parlais de tout ce qui était événementiel. Là, je reprends notre SNS, donc le bus d'événements qui déclenche toute une galaxie d'actions différentes autour. Le développeur qui est responsable de développer la lambda qui va réagir sur un événement de j'ai fait un virement pour aller enrichir le chiffre d'affaires et faire tout un tas d'analyses dessus. En fait, il peut faire ce qu'il veut là-dessus. D'ailleurs, il peut se foirer autant qu'il veut. Ça ne changera strictement rien à tout ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, à la bonne réalisation du virement, heureusement. Et donc, non seulement tu as ça te permet déjà de bien séparer les choses. Et même, on les pousse un peu. On est en train là de le pousser encore plus loin. C'est-à-dire,
pour se permettre d'aller direct en prod et d'aller faire un peu n'importe quoi sans que ça touche au fonctionnement cœur. On sépare dans des comptes AWS différentes où on copie nos événements, du bus d'événements. Et comme ça, si tu veux avoir la capacité à bidouiller, à faire un certain type d'analyse et pousser certaines lambdas un peu exotiques où tu ne sais pas trop ce que ça va faire, qui se déclenchent sur chaque virement, tu peux le faire parce que tu vas faire ça dans un compte à part, sur un bus d'événements à part qui va copier tous les événements. Et là, tu développes les lambdas que tu veux, tu pousses ça direct en prod, ça casse une fois sur deux, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, tu as tout séparé parfaitement, quoi. Et parce que derrière, c'est séparé en termes d'infrastructure. C'est pas juste le code. Et du coup, si tu faisais ça dans le code, en fait, tu as un risque quand même de casser le reste du code et tout s'effondre, quoi. Là, pas du tout. Là, honnêtement, si tu pousses une lambda sur un compte AWS qui est à part, il peut rien arriver à ce qui est en prod, quoi. Mais du coup, tu as quand même accès au bus d'événements principal. En fait, t'as une prod fantôme, en fait, c'est un peu ça l'idée ou... Alors, pour être honnête, actuellement on a un compte de prod sur lesquels tout fonctionne et donc les bus d'événements, les données, etc., tout réagit dans le même compte. Donc il y a déjà une très bonne isolation parce qu'une lambda tape pas sur les autres lambdas et en tout cas peut pas les faire tomber par défaut. Mais pour avoir une meilleure isolation et pour vraiment se permettre de faire entre guillemets un peu n'importe quoi sur un compte à côté sans toucher à la vraie prod critique qui sert les clients, effectivement ce qu'on est en train de mettre en place, c'est se dire on sépare dans plusieurs comptes différents, on fait des copies de données. Alors soit c'est des bases de données, dans ce cas-là effectivement on copie vraiment les bases de données, et encore une fois de façon un peu magique tu peux facilement le faire. DynamoDB par exemple, la base NoSQL managée, tu lui dis via un truc qui s'appelle AWS Pipeline, copie-moi vers tel autre compte et je veux une synchronisation temps réel de toutes mes données vers tel autre compte et à tel endroit. Il te le fait, t'as aucune infra à monter, t'as rien, tu lui demandes de le faire, il te le fait et il n'y a aucun souci. C'est assez facile d'ailleurs. Et quand je parlais des briques de Lego à assembler, bah ça c'est une brique de Lego. Tu poses un AWS Pipeline connecté à DynamoDB, bim, ça copie tout seul et t'as rien à faire. Je m'égare un peu, je disais ça surtout, effectivement, on copie dans un compte à côté les bases de données en réplication. Les événements, c'est effectivement, tu copies les événements à chaque fois sur le même type de bus d'événements de l'autre côté. Et donc, du coup, tu peux mettre toute une autre galaxie de services à côté qui vont réagir, qui vont faire des choses moins critiques où tu peux prendre plus de risques. Et si tout ce bazar s'effondre à côté, c'est pas grave parce que toutes les fonctions cœur de ce qu'on fait notre produit pour le client, c'est dans un autre compte. Et là, pour le coup, c'est bien sécurisé et c'est stable. Mais du coup, c'est quoi? C'est comme un staging pour vous? C'est-à-dire que du coup, cette partie-là n'est jamais accessible par un client? C'est pas un staging, c'est une prod parce que c'est des données de prod et tu vois tout ce qui se passe en prod. Par contre, le truc est fait de telle façon que tu puisses pas tu peux pas faire tomber la prod parce que c'est pas la prod et que de toute façon, t'as juste des données qui arrivent mais qui ne remontent jamais. C'est une diode, je sais pas si tu as vu en électronique, c'est vraiment ça. Et donc tu ne peux pas remonter, tu peux rien faire, quoi. C'est assez fascinant comme fonctionnement. Alors du coup, il y a toute une série de questions qui viennent sur le staging, justement. Comment est-ce que tu peux coder en local dans cet environnement de lambda alors que du coup, en fait, on appelait les long cloud au sens très, très dispersé du terme. Du coup, comment est-ce que tu codes en local? En termes de staging, du coup, tu fonctionnes par ce système-là que tu nous décrivais avec des différentes prods. Comment est-ce que tu gères tout ce scénario-là? Alors là, je vais faire peur à plein de devs. Tu codes pas trop au local. On a essayé. Au début, on arrivait avec nos bonnes habitudes, notre environnement local et beaucoup de tests et à la fin, tu commits. Et bien sûr, tu peux faire un certain nombre de choses, mais en fait, tu t'arrêtes beaucoup plus vite. Tu peux faire beaucoup moins de choses en local par rapport à ce que tu pourrais faire avec une archi plus classique. Ça a un certain nombre d'inconvénients, faut être honnête. Ça a aussi un certain nombre d'avantages. Du coup, ce qui se passe déjà juste factuellement, c'est que on a mis en place une CI, globalement, CI/CD, qui permet très rapidement d'aller pousser ce que tu fais dans des environnements temporaires qui répliquent complètement la production et qui se montent quasiment à chaque commit, quoi. Et donc, en fait, le principe, c'est plutôt que de tester beaucoup de choses en local, de faire tes tests d'intégration, etc., et à un moment donné, de pousser sur un environnement de test, de staging ou autre. En fait, tu le pousses très rapidement. D'ailleurs, chaque développeur a son propre compte AWS sur lequel il pousse ce qu'il fait. On a un compte AWS de CI sur lequel, en fait, il y a des environnements qui se montent à la volée, quasiment pour chaque développeur, quasiment pour chaque commit. Et du coup, on teste directement là. Et donc, ça veut dire globalement que tu es sur un environnement quasi isoprod très, très rapidement.
tout ça, c'est faisable uniquement parce que, en fait, toute l'infrastructure, comme je disais avant, tu la montes à la volée. Elle est uniquement scriptée, donc en fait, tu es capable de remonter un environnement dans lequel tu as ta base Dynamo, tes lambda, ton SNS, etc. Ça se monte directement. Tu fais les tests qu'il faut. Alors, on ne remonte pas forcément tout, hein, mais tu fais les tests qu'il faut. Et si ça fonctionne bien, bah, tu le fais passer dans l'environnement au-dessus. Et donc, tu as moins de local, mais du coup, tu as moins le problème de classique, ça marche en local, mais ça marche pas quand je le mets sur l'environnement de staging, quoi. Et puis, t'as pas c'est vrai que tu évoques cette notion de monter un environnement de test au final pour le dev. Et comme ce que tu nous disais, en fait, t'as pas vraiment besoin de monter une lambda, en fait, parce que elle sera allumée s'il y en a besoin dans la phase de test. Ouais, mais en fait, tu rien fais à tourner monter. dans ton node en local, mais ensuite, une fois que tu veux le pousser, tu pousses directement, effectivement. Alors, on utilise, j'en ai pas parlé, mais on utilise un framework qui permet d'industrialiser un peu les choses. Tu pourrais pousser directement ton code node sur Lambda, et ensuite, tu fais une requête HTTP et il se déclenche. En l'occurrence, on utilise un framework qui permet d'aller faire l'infra as code, on va dire, c'est-à-dire ça te gère toute la configuration des différentes lambdas, potentiellement du Dynamo qui est derrière, du S3, de tout ce que tu veux, associé à ton code, et donc globalement ça te fait l'infra as code autour de ton code. Et donc on utilise ça, et donc assez rapidement tu testes un peu dans ton environnement node local, et dès que tu as quelque chose qui tient debout, tu pousses au travers de ce framework là pour monter un environnement un peu temporaire qui permet de répondre à tes requêtes, quoi. Mais alors donc, du coup, comment est-ce que tu gères tu parlais donc de CI/CD. Donc vous avez un compte de CI. Et donc après, c'est ce compte-là qui va pusher en prod au final ce qui a été validé et terminé. Bon, globalement, on fonctionne avec 3 environnements. On a, 4. On a des comptes de proto. Donc ça, c'est un compte AWS par développeur. Tu l'utilises pas forcément à chaque fois. Tu peux très bien passer jusqu'en prod sans jamais passer par là. Mais globalement, ça permet de tester plein de choses. C'est un compte sur lequel tu es administrateur. Tu fais ce que tu veux. Tu peux tester, on parlait du fait que les développeurs doivent faire un peu d'infra. Tu peux tester des nouveaux services, des nouvelles infra, des choses qui vont pouvoir permettre de répondre aux problèmes que tu as là sous la main. Et donc, c'est une sandbox, quoi. Mais ensuite, quand vraiment tu commences à avoir quelque chose qui tient debout, tu le pousses sur un environnement de CI, où là tu vas avoir des environnements à la volée qui se montent à la volée, qui disparaissent ensuite. Ensuite, tu le pousses sur le staging, qui ressemble vraiment à notre production, et ensuite tu le pousses en production. Donc c'est à peu près le principe qu'on a. Et pour justement relier un petit peu à ce qu'on se disait avant, un des objectifs là, c'est de se dire, tout ce que je viens de dire là, on veut être capable de l'oublier pour certaines features et pousser direct en prod. Pour quand on sait que c'est pas on peut être sur un environnement confère, le deuxième compte AWS dont je parlais, sur lequel tu peux rien casser, et de toute façon c'est un type de feature et un type de client où on sait qu'on peut faire du direct en prod, on peut tester des choses comme ça et ça ira plus vite. Et on sait qu'on a des features, les features qu'on fait pour nous notamment, où on veut pouvoir faire ça, et donc on veut mettre l'infrastructure en place et les comptes AWS dont je parlais, etc., pour être capable de faire ça. Mais jusqu'à maintenant, on respecte ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire CI, staging et prod. C'est assez fascinant, je trouve, comme cette souplesse que vous avez, du coup, en termes de dev. Et en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis assez perturbé par cette notion de ne pas pouvoir coder en local, et de voir ça va être assez perturbant au final. En fait, là, je décris le truc, et d'ailleurs, on a l'impression que je fais la pub d'AWS, mais j'aime bien ce qu'ils font. On a commencé ça, donc on a commencé à développer ça il y a maintenant à peu près 2 ans, vraiment pour le début des lignes de code. Et honnêtement, on a découvert beaucoup de choses. Et donc, quand effectivement, au début, on a essayé de développer en local. Quand effectivement, on s'est rendu compte que honnêtement, c'était l'enfer. Alors, peut-être pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi c'est l'enfer? Parce que si tu veux vraiment développer en local, il faut que tu répliques un peu les environnements AWS en local. Répliquer un Lambda, répliquer un DynamoDB, etc. Ça existe, surtout via Docker, tu peux faire des choses. At scale, vraiment, à un moment donné, on est sorti de ça parce que c'est très lourd sur chaque machine, et c'est jamais vraiment ISO à ce que tu vas trouver sur le cloud ensuite. Donc, ce que je disais, c'est on a testé plein de choses, on est tombé sur plein d'os, et typiquement, quand on s'est rendu compte que c'était un peu galère de développer local, on s'est dit, est-ce qu'on a fait un bon choix? Est-ce qu'en fait, on s'est vraiment pas lancé dans un truc qui est plus merdique que ce qu'on pensait? Et il y a des bas, il y a des très hauts, il y a certaines choses que tu fais, tu dis, là c'est magique, en fait, là je viens de faire un truc, ça m'aurait pris 5 jours à développer moi-même, et je viens de le faire en appuyant sur un bouton. Et il y a différents moments comme ça. Globalement,
Ça change juste vraiment les façons de faire. Et il faut, je reviens sur ta question, tu disais, qu'est-ce qu'on met dans une lambda? Est-ce que tu mets beaucoup de code, etc. Tu peux faire n'importe quoi, mais si tu fais les choses bien, tu vas vraiment en tirer la valeur, quoi. Et donc, sur les environnements locaux, par exemple, tu pourrais pousser, mais je pense que du coup, tu n'en tires plus la valeur. Autant en profiter, certes, tu peux plus développer en local, ok, acté, autant en profiter pour faire directement des environnements montés à la volée sur le cloud. Ça a tout un tas d'intérêts, parce que tu seras beaucoup plus ISO prod, donc on en profite comme ça. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu fais pour maintenir justement cette qualité? T'assurer que tout le monde t'en as pas quelques-uns qui vont pusher trop de trucs dans une lambda, tu vois, pour garder une certaine cohérence dans ce que tu mets ou pas dans une lambda. Notamment, comment est-ce que tu garantis une certaine maintenabilité de ton code? Parce qu'on a l'impression que tu pushes du code en fait dans tous les sens, un peu partout, de manière très, très unitaire. Comment tu fais pour maintenir parce qu'il faut que tu aies une cohésion quand même dans ton code au global, mine de rien. Donc, comment tu fais pour maintenir tout ça? Là, pour le coup, la réponse n'est pas du tout liée à serverless. C'est les bonnes pratiques de développement et sur lesquelles on essaie d'être vraiment bon. Donc, peer review sur absolument tout ce qu'on fait. Partage, ça va au-delà des peer reviews. Donc, bien sûr, il y a des peer reviews sur absolument tout ce qui sort. Mais surtout, on prend l'équipe technique au global prend beaucoup de temps à partager la façon dont ils font les choses, partager les choix d'architecture un peu importants, les choix de technologie, de librairie, etc. On a beaucoup de moments d'échange, de partage sur soit ce qu'on a fait, des choix à un instant T, soit sur des choses qu'on voudrait faire sur la suite ou les problèmes qu'on a. Et donc, faire que toute l'équipe, ça prend beaucoup de temps, il faut être honnête, du coup ça coûte de l'argent, mais faire que toute l'équipe passe du temps à se revoir l'un l'autre, c'est ça de toute façon derrière qui permet de s'assurer que, ton truc il est homogène, ton code est à peu près aussi bon et fait de la même façon à peu près partout, que les bonnes pratiques sont partagées, il y en a toujours un qui a une bonne idée mais c'est jamais toujours le même, donc partager ça, et que globalement tu maîtrises ce que tu fais, quoi. Qu'il n'y a pas un bout de code qui pourrit dans un coin, qu'à un moment donné tu t'y réintéresses un an plus tard et tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Donc globalement ça c'est pas lié à serverless, quoi. C'est juste des bonnes pratiques de code, et je pense qu'on se débrouille bien là-dessus. On essaie d'avoir des indicateurs un peu subjectifs, mais quand on fait, donc forcément étant régulé, on a besoin de faire des audits de sécurité un peu poussés, et le dernier auditeur de sécurité qui a regardé a dit j'ai l'impression que votre plateforme a été développée par un gars tout seul, mais vu qu'il y avait 70 000 lignes de code à l'époque, évidemment il n'y a pas un gars tout seul, et non, globalement je pense qu'on s'en sort pas mal là-dessus. Pas mal. Et du coup en termes de... Parce que cette notion d'unité de la lambda, tu nous dis tout à l'heure que votre règle c'est que c'est pas une feature, mais c'est une fonctionnalité, c'est une lambda. Est-ce que vous avez un truc qui est très écrit, qui est très cadré là-dessus, où du coup tu as des lambdas qui... Enfin, tu vois, à quel point le dev il est libre de mettre ce qu'il veut dans une lambda, où il y a un moment où tu dis bah, en fait non, là il faut scinder. Est-ce que vous avez un process là-dessus où vous dites bah, là en fait il y en a trop, maintenant il faut scinder? C'est quoi le... Alors je vais faire deux réponses. La première, de ce que je vois, on n'a pas ça, c'est-à-dire c'est la sagesse populaire, je reviens au peer review, etc. C'est-à-dire tout le monde regarde et tout le monde se dit ok ça c'est trop gros, tu devrais le splitter ou pas. Et la deuxième partie de ma réponse, c'est j'ai une équipe qui est assez senior et assez autonome, et donc peut-être qu'ils ont écrit un bout de règle dans un coin et qui se partagent et que je connais pas, et honnêtement c'est très très possible, sur tout un tas de choses que j'ai citées, c'est très possible qu'ils ont des choses soit un peu différentes de ce que j'ai dit, soit plus évoluées, parce qu'on a tout fait pour avoir une équipe senior et autonome, quoi. Donc en fait cette notion d'autonomie de tes lambda, mais en même temps de travail en réseau de tes lambda, tu le reproduis sur ton équipe? Un peu sur l'équipe, ouais. Je sais pas si c'est lié, mais enfin, c'est lié forcément du fait que si tu veux bosser sur des technos comme ça, aussi sympa soit-elle, tu es obligé d'avoir des gens qui ont un peu de bouteille, en tout cas qui sont capables de monter rapidement sur le sujet. Et des ingénieurs seniors, tu vas pas leur dire voilà ce qu'il faut écrire, etc. Sinon, juste tu as perdu de l'argent. Et donc, le but, c'est qu'effectivement, ils soient vraiment moteurs et que ce soit eux qui construisent toute la plateforme. Toi, tu es là pour... et alors, mon Head of Engineering, beaucoup le voient pour ça. J'essaie d'en faire un maximum aussi, mais étant passé CEO, je suis encore plus loin. Mais globalement, on est là, la direction, pour essayer de donner un cadre et donner une cohérence globale. Mais c'est une boîte qui est très... c'est en tout cas une équipe technique qui est complètement dirigée par les devs, quoi. Cool. Alors, tu nous disais tout à l'heure sur le process de recrutement, où tu as du coup une attention particulière à cette capacité à prendre en main ces concepts-là. C'est juste une capacité à apprendre des nouvelles choses que tu vas chercher, ou est-ce que tu as
C'est quoi ta grille de lecture du coup sur un recrutement? C'est quoi ton process? Déjà, le premier truc qu'on a vu, et on s'en doutait bien, c'est on ne pouvait pas se permettre de recruter des gens qui connaissaient serverless. Ça n'existe pas. Enfin, il y en a qui ont entendu parler, il y en a qui ont testé un petit peu, mais globalement, c'est pas ça qui est intéressant. Et puis le 100% serverless, personne n'en a fait quasiment. Ouais, voilà, tu as très peu d'exemples sur le marché. Et puis, de toute façon, du coup, il y a très peu d'exemples sur le marché de gens qui auraient fait ça at scale, comme les ingés que j'ai actuellement. Et des gens qui ont vite fait manipuler sur un projet perso, c'est intéressant, mais en fait, tu pourras l'apprendre rapidement, donc c'est pas ça qui est si important. On va plutôt chercher donc, des gens qui connaissent bien les aspects vraiment développement, qui ont de l'expérience sur nos technos, c'est-à-dire Node, TypeScript. Et surtout, et donc ça, ça passe beaucoup par les entretiens, regarder les tests de code pour voir un peu comment ils raisonnent, mais quelqu'un dont on sent qu'il est capable de réfléchir vite, de comprendre les concepts d'architecture et de savoir raisonner là-dedans, quoi. Parce que c'est quand même de l'architecture un peu haut niveau. Il faut comprendre un peu tous les différents services managés, les principes d'infra as code, les principes d'architecture événementielle. C'est des trucs passionnants, mais c'est des trucs où il faut prendre un peu de recul régulièrement. Et donc, on cherche à avoir des développeurs qui sont capables de manipuler ces notions-là et même d'être meilleurs. Donc, ils sont tous meilleurs que moi là-dessus, heureusement, mais globalement, d'avoir des gens de meilleurs en meilleurs là-dessus, quoi. Donc, tu as un niveau d'expérience qui est quand même assez élevé du coup chez Blanc, ou tu as des juniors même qui peuvent... On a quelques juniors, on veut aussi pouvoir former des développeurs là-dessus. On a plus je vais être honnête, on a plus de juniors en front qu'en back, parce que la courbe d'apprentissage est un peu haute, quoi. Mais ouais, on essaie de former un maximum. Top. Et alors, je regarde si j'ai d'autres questions, notamment sur le live. Alors, je vois pas de questions sur le live. Du coup, j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast ICT, parce que je vois ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de discuter là-dessus. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Je suis plutôt tabulation, je suis désolé. Ça marche. Il n'y a pas à s'excuser. C'est la même chose dans le compilateur. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, concept fascinant de faire du 100% en serverless, même si effectivement Amazon fait ça depuis un moment. C'est vrai qu'autant utiliser ce qu'ils font, puisqu'ils le font très bien. Là-dessus, je partage effectivement ton point de vue. Peut-être un petit truc, j'ai pas eu l'occasion de le dire là, mais pour ceux qui écoutent et qui se posent la question de est-ce que je raconte plein de conneries ou est-ce que c'est intéressant, c'est ultra simple à tester. Moi, c'est comme ça que j'ai mis les mains dedans à la base. Vous mettez un compte AWS, de toute façon, ils ne facturent pas au début. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression de faire la pub d'AWS, mais vous faites un compte Google si vous voulez, ou Microsoft, c'est pareil. Et c'est à la portée de absolument tout le monde. Et c'est justement extrêmement simple parce que tout est en code. Donc en fait, faites-vous votre avis en direct et prenez pas ce que je dis pour argent comptant. C'est facile à tester. Il y a un monde immense derrière qui est vraiment sympa. Ben voilà, le message est passé. J'espère qu'on vous a donné envie effectivement de tester ça. Moi en ce moment, je suis très orienté no code. Donc peut-être que je vais quand même mettre ça parce que cette notion que tu décris en fait me paraît très proche on est sur du low code en fait quasiment au final, tellement c'est simple et c'est unitaire. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qu'on peut réussir à... Ouais, tu as moyen en tout cas de simplifier le truc que je disais tout à l'heure, tu peux mettre un environnement, tu pousses direct en prod et tu testes des trucs. C'est pas du no code du tout, mais tu peux simplifier à l'extrême le process de développement et d'ailleurs le rendre accessible à un peu n'importe quel développeur, quel que soit son niveau, parce que tu as barricadé le truc, le serverless t'a permis de toute façon d'avoir des silos complets, et du coup ça devient une archi intéressante parce que ouais, je me l'applique à moi, j'ai envie, j'ai pas forcément le temps de suivre toutes les normes de développement dans l'équipe de dev, j'ai envie de faire un petit truc de côté, je peux le faire sans péter toute la plateforme, parce que justement tout est bien siloté grâce à ça. Donc il y a une petite notion de low code si c'est pas no code, quoi. On vous mettra tout un tas de ressources en commentaire en description pour que vous puissiez commencer sereinement. Merci beaucoup Simon pour tout ça. Et je vous remercie bien évidemment de continuer à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn. Il y a pas mal de réseaux où je suis assez actif, d'autres où je le suis moins.
Si vous êtes sur Facebook ou Instagram, c'est vrai que vous ne m'y verrez pas, pardon. Mais sur Twitter et sur Discord, c'est là encore où il y a le plus de monde. Il y a aussi le Patreon, il y a la boutique. Si vous voulez des stickers ou des t-shirts je suis dev, qui sont, je trouve, assez sympas. Voilà, je vous remercie aussi de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast préférée, notamment si vous utilisez Podcast Addict, parce que suite au changement d'hébergeur, j'ai perdu toutes mes notes et tous mes commentaires, donc n'hésitez pas à aller les remettre. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que vous avez 30 secondes de plus pour le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.